Bonjour à tous. Bienvenue du coup Damien. On va avoir donc un quart d'heure, c'est ça Jérôme, Merci pour Julie, échanger ensemble. bonjour tout le monde. Alors, on vient d'assister bien sûr au Startup Contest qui a mis en lumière des jeunes pousses qui osent entreprendre dans notre secteur qui est en pleine mutation. Vous, Damien, aujourd'hui, vous êtes Global Chief Design Technical Service et Innovation Officer du groupe Accor. Donc, vous êtes à la tête d'une stratégie mondiale. Vous pilotez la transformation de l'hospitalité à travers le design, l'innovation et l'ouverture aux écosystèmes externes. Et on va essayer ensemble de voir comment justement vous travaillez l'open innovation et cette collaboration potentielle avec les startups. En guise d'introduction, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle derrière ce long titre que vous avez aujourd'hui ? Alors en fait, mon rôle, j'ai plusieurs aspects. Un premier aspect, c'est de définir la stratégie design des marques, c'est-à-dire comment est-ce que le design, l'architecture d'intérieur, l'organisation d'espace, le style, en fait, participe à l'ADN des marques. Donc je définis ces stratégies de design des marques. Ensuite, j'accompagne l'ensemble des ouvertures et des rénovations des hôtels dans le monde. Donc pour vous donner une idée, l'année dernière, on a ouvert 34 000 chambres. Et cette année, on a un petit peu plus dans le pipe. Et puis sur l'innovation, je dirige l'Innovation Lab. Avec un objectif, c'est de créer des nouveaux services et des nouveaux business pour améliorer donc la performance du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette Innovation Lab, comment il s'organise, comment il est structuré ? Alors l'Innovation Lab, c'est une petite équipe. En fait, ça c'est un choix. C'est une petite équipe qui a vraiment un gros focus héroïste. On a eu une équipe qui était un petit peu plus grosse au départ quand j'ai récupéré l'Innovation Lab, mais il y avait beaucoup de projets, énormément de travail sur une innovation en fait qui avait un ROI qui était très très faible. Et quand on a une crise comme le Covid, on se pose toujours la question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une Innovation Lab? Ça coûte quand même très cher, etc. Donc moi, mon focus, c'était on va avoir une petite équipe et on va faire vraiment un gros travail sur comment prioriser les projets d'innovation sur lesquels on va travailler qui accompagne vraiment l'ambition et tous les enjeux dont le groupe peut faire face. Et comment se fait cette critérisation au-delà de l'aspect financier ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus aussi ? On a des challenges qui sont assez clés pour nous. C'est comment est-ce qu'on peut avoir un avantage compétitif vis-à-vis de la compétition pour accélérer le développement. Un autre point, c'est comment je peux améliorer la performance de notre business model, c'est-à-dire la performance de l'hôtel à l'intérieur de nos 4 murs. Donc ça peut être l'optimisation en fait de la performance au mètre carré, ça peut être créer des nouveaux services, des nouveaux business, ça peut être travailler aussi sur l'amélioration de la qualité de vie au travail de nos collaborateurs. Donc il y a énormément de sujets là-dessus, ça peut être sur le F&B, en fait toute la partie restauration, etc., etc. Et il y a une autre partie que j'appelle augmented hospitality, c'est toutes les innovations qui ne se passent pas à l'intérieur des 4 murs de l'hôtel, mais qui sont nécessaires pour améliorer la qualité de vie de nos voyageurs et de faciliter le voyage pour l'ensemble de nos voyageurs. Et donc ça, c'est un autre axe sur lequel aussi on travaille beaucoup. Et toujours dans cette même lignée, est-ce que les personnes donc, qui travaillent au sein de cette Innovation Lab, ils participent finalement à la création de ces idées, à cette création de valeur, comme on parlait tout à l'heure, ou est-ce qu'ils sont plutôt là pour identifier ce qui se passe sur le marché auprès des startups ? Alors, je vais faire un petit focus sur l'idée, parce que les entreprises, en tout cas, et l'innovation, c'est souvent un concours d'idées. Et on s'est vite rendu compte que l'idée, déjà, on a tous les mêmes idées à peu près au même moment. Donc, il n'y a jamais, ou c'est très très rare, d'avoir quelqu'un qui a une idée complètement disruptive et originale. Et l'idée dans l'innovation, c'est pas suffisant en fait, parce que le plus compliqué dans l'innovation, c'est l'implémentation. C'est vraiment de délivrer en fait le projet, le service ou l'innovation qu'on veut mettre en place. Donc en fait, on a des axes stratégiques.
Sur ces axes stratégiques-là, on va aller chercher sur le marché, est-ce qu'il y a des entreprises qui travaillent sur ces axes. Donc ça peut être des startups, il y a beaucoup de startups, et là du coup on va les rencontrer, et on va voir comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour mettre en place en fait ces projets d'innovation. Et il y a aussi l'innovation avec d'autres grands groupes ou d'autres partenaires bien établis, pour pouvoir en fait co-concevoir des projets d'innovation qu'on ne serait pas capable de faire tout seul, aucune start-up ne serait pas capable de mettre en œuvre toute seule parce que beaucoup trop de barrières à l'entrée. Et donc ça, c'est aussi un autre axe très important. Et si je prends juste un petit exemple sur l'open innovation et la stimulation de l'innovation dans les entreprises, avant, on organisait beaucoup de contests, de projets où les collaborateurs pouvaient poser leurs projets d'innovation, etc., etc. Et en fait, on a, sur l'ensemble de ces projets, 0 projet qui ont émergé. Donc le ROI est super faible, évidemment. Mais par contre, notre choix, c'est, on est clairement identifié, et s'il y a un collaborateur qui a bien plus qu'une idée, mais un vrai projet d'entrepreneur, il peut venir me voir et je peux sponsoriser ou accompagner pour que ce projet existe. Et c'est le cas de Fullsoon, qui est une des startups. En fait, un collaborateur est venu me voir, il m'a présenté son idée, son projet, et j'ai trouvé l'idée pertinente, mais j'ai trouvé surtout Hassan vraiment une âme d'entrepreneur. Et je lui ai dit, écoute, on va faire un deal. Je finance ton projet, je te donne 6 mois pour sortir un MVP, et si ça marche, tu donnes ta DEM et tu montes ta startup. Et aujourd'hui, la startup existe, elle s'appelle Fullsoon, c'est une intelligence artificielle qui permet de vous dire combien de clients vous allez avoir dans votre restaurant dans 15 jours. Et donc, on est juste à peu près à 92%. Et ça permet de réduire les déchets alimentaires, ça permet d'optimiser la performance de son restaurant, ça permet d'améliorer la qualité de vie au travail. Vous savez, souvent dans un restaurant, on a le coup de chaud. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. On a plein de clients, c'est la panique, c'est énormément de stress pour nos collaborateurs. Les cuisines sont complètement dans le jus. Ben là, à partir du moment où vous pouvez anticiper, les collaborateurs peuvent se préparer, on peut recruter des externes et on peut donc du coup travailler dans des conditions qui sont beaucoup moins stressantes. Pour revenir justement sur ce cas d'usage que tu as eu avec Hassan, vous m'expliquiez que quand on a préparé cet entretien, que finalement, au-delà du projet et de l'idée, c'est surtout le porteur qui vous intéresse. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur cette dimension humaine importante dans l'innovation finalement, au-delà de l'idée ? La dimension humaine, je vais dire que c'est 80% de la réussite d'un projet. Moi, vraiment, la sélection, je la fais surtout sur l'humain, parce que cette idée d'intelligence artificielle, si je prends le cas de Fullsoon, honnêtement, sur la prédiction, mais tout le monde a l'idée. Tout le monde, d'ailleurs, a dit, quand on a créé la startup Fullsoon, ah ouais, j'avais eu l'idée. Mais oui, mais en fait, qui est capable d'avoir l'énergie, l'envie de prendre des risques, de travailler dur et d'aller casser l'ensemble des barrières pour que le projet puisse être mis en œuvre. Et donc pour moi, je parie beaucoup plus sur une personne, une équipe, et ensuite, même si l'idée, elle n'est pas forcément géniale, pas forcément disruptive, en fait, avec l'équipe, je sais qu'on va pouvoir aller loin et faire évoluer même le projet initial. Et pareil, quand on a préparé cet entretien, vous parlez beaucoup qu'il n'y a plus finalement d'innovation de rupture dans notre secteur, mais plutôt d'inno-évolution. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce terme qui est un peu made in Damien Perrault? Je ne sais pas, mais en tout cas, je parle beaucoup d'innovolution parce que il y a une vraie incompréhension sur le terme innovation. Pour beaucoup, l'innovation, c'est l'invention, c'est créer quelque chose de nouveau. Et en fait, l'innovolution, elle est clé parce que dans un hôtel, si je prends un hôtel, foncièrement, on va toujours accueillir des clients pour qu'ils viennent dormir à l'intérieur de cet hôtel.
Mais comment je vais pouvoir faire les choses différemment pour améliorer l'expérience de mes clients? C'est finalement le même business, mais c'est juste une évolution du business et du service. Et là, on a besoin d'innovation pour pouvoir faire en sorte que ce soit mis en œuvre et que ce soit implémenté. Je prends l'exemple du coworking. À un moment donné, on s'est dit, tiens, on va mettre du coworking dans les hôtels. Je sais accueillir quelqu'un pour venir dormir, donc je sais accueillir quelqu'un pour venir travailler. Mais en fait, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Et donc, il faut vraiment prendre en compte cette différence pour pouvoir mettre en place un vrai projet d'innovation pour faire en sorte en fait, que ce nouveau service et que ce nouveau business puisse être intégré, puisse être compris et puisse ensuite fonctionner. Et donc, on a vraiment besoin d'innovolution. Ça fait partie pour moi à 100% d'innovation, mais un projet d'innovation complètement disruptif, c'est très rare. Et si on est toujours à l'affût de la licorne, bah on va avoir très très peu de ROI en fait. Dans les cas que vous présentiez, il y a à la fois des collaborations donc avec des startups, mais aussi avec des grandes entreprises. Et vous dites que finalement, les grandes entreprises aussi sont moteurs dans l'innovation, à contrario de ce qu'on pourrait croire ou lire. Est-ce que vous pouvez nous partager un exemple marquant de collaboration avec une startup ou une grande entreprise qui vous a permis de Alors, montrer une certaine évolution? on en fait beaucoup et moi j'adore ça en fait. Avec d'autres grandes entreprises, on partage un peu nos pain points. Et ça, il faut être assez ouvert, hein, parce que souvent, dans de grandes entreprises, on n'ose pas se dire les choses, etc. Et là, on avait, avec Air France et la RATP, on s'était dit, mais en commun, on a un pain point. En fait, pour nos clients, c'est le bagage. Et en fait, c'est une problématique qui existe chez Air France, qui existe à la RATP. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à la RATP, si vous avez des trop gros bagages, vous pouvez avoir ils peuvent vraiment vous sanctionner. Donc, la problématique est grande. Et puis, nous aussi, nos clients, le bagage est un pain point quand ils partent travailler ou en loisir. Bah, souvent, ils laissent leur bagage dans la bagagerie. Après, ils partent faire la visite du musée ou à leur meeting, puis après, ils doivent revenir à l'hôtel avant de repartir à l'aéroport, etc. Et puis, il y a le check-in à l'aéroport qui prend énormément de temps et tout. Et donc, on s'est réunis ensemble et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut craquer le bagage? Et je vais la faire assez courte, ça a pris plusieurs années. Ça a donné la naissance à une start-up qui s'appelle All the Way. Et All the Way vous permet d'enregistrer vos bagages en centre-ville, soit directement dans les hôtels, soit on peut même venir chez vous pour enregistrer ses bagages. Donc c'est un gain de temps énorme. On s'est rendu compte que 70% de nos clients, du coup, prenaient le RER pour aller à l'aéroport, parce qu'ils n'ont plus la contrainte du bagage. On a des clients qui ne voyageaient pas, qui se mettent à voyager, des personnes à mobilité réduite, qui sont complètement contraints par le bagage. Ben, aujourd'hui, on les libère. Des familles aussi. Donc c'est en fait... quelque chose qui est une vraie valeur. Et cette start-up, elle ne peut pas naître dans un garage. Il y a tellement de barrières. Il y a des barrières techniques, il y a des barrières réglementaires. Et en fait, avec les assets d'accord d'Air France, de la RATP, on a craquer l'ensemble de ces barrières et cette start-up aujourd'hui est live. Je vous conseille de l'utiliser. Alors pour l'instant on n'est que à Roissy, mais on va pouvoir être dans plusieurs aéroports. On n'est que avec Air France pour l'instant, mais on est en train de signer d'autres contrats avec d'autres compagnies aériennes. Pour l'instant que dans les hôtels Accor, mais on l'ouvrira aussi demain. Et c'est ça l'idée aussi. C'est pas je vais faire une innovation pour Accor. Mon objectif, c'est si jamais je permets à un plus grand nombre de voyager dans de bonnes conditions, ça va fonctionner. Et le business qu'avec Accor ne permettra pas à cette start-up d'avoir un business model suffisamment pertinent. Et donc, il faut l'ouvrir, pas que avec Air France, pas que avec Accor, etc. Et je pense que ce sera, enfin, j'espère, hein, je suis très très optimiste, mais cette start-up, elle va changer beaucoup de choses dans le voyage. Ben, en tout cas, c'est la preuve d'une belle collaboration entre des entreprises et une start-up voilà, sur
un produit qui offre de la valeur aux clients et aux différentes entreprises. Et juste pour vous donner un détail, la start-up, on s'est fait accompagner par des consultants parce qu'il faut arriver à piloter Accor, Air France et la RATP. C'est pas évident de nous piloter tous parce que moi, je développe la start-up pour moi, la RATP pour elle, Air France pour elle. Et en fait, non, on s'est dit, il nous faut quelqu'un où on lui dit, écoute, voilà le projet, tu as nos assets, développe le business. Et donc la personne qui travaillait dans l'entreprise, consultant qui a travaillé sur ce projet, à un moment donné, on lui a dit, mais en fait, c'est toi le CEO de cette start-up. Et elle a monté la start-up. Vous nous présentez bien sûr là une réussite. Je suppose qu'il y a des échecs ou en tout cas des collaborations qui sont moins fructueuses, dont on tire tous en général des enseignements. Quels sont les critères, je vais dire, clés pour la réussite de ces collaborations? On a parlé de ROI, qui est votre ligne conductrice. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Je suppose la création de valeur, mais... Il y a un élément qui est clé, vous le connaissez tous, donc on ne va pas s'étendre dessus, c'est le time to market. Ça, c'est hyper important. L'autre élément qui est hyper important, et c'est pour ça que les startups sont clés, en fait, c'est que quand vous êtes dans un groupe, ou même dans une entreprise, vous avez une roadmap. Vous devez délivrer des résultats, une performance, et l'ensemble de vos équipes sont focus, en fait, pour délivrer ce résultat attendu. Donc l'innovation, c'est quand même de plus être focus sur le business. Et donc, on a créé des projets. Il y en a un qui s'appelle Flying Nest, que j'adore, mais ça a été un échec ou un semi-échec parce qu'on a beaucoup appris. C'était de se dire, on disait beaucoup, le client, il vient à l'hôtel pour vivre une expérience. En fait, que dalle. Le client, il va à l'hôtel parce que son appartement, il est loin d'ici. Donc, voilà. Et puis après, on essaye de lui fournir des expériences. On s'est dit, mais et si jamais je mettais l'hôtel au cœur de l'expérience? Si jamais l'hôtel, je le mettais à 6 mètres de la piste des 24 heures du Mans, si je le mettais en plein milieu du golfe, si je le mettais en haut de la montagne, etc., etc. Et donc, on a fait ça. Et on a développé 50 chambres. Et ça a été un succès fou. Quand on avait mis le prototype à Clairefontaine et que les clients étaient accueillis par Didier Deschamps et jouaient au baby-foot avec l'équipe de France, les gens ils pleuraient, quoi. C'était assez fou. Mais voilà, en fait, il fallait qu'on pivote parce que ce côté très mobile, ça coûtait très cher, donc la logistique très chère, les lieux pas si évidents, même si tout le monde a envie de faire vivre, mais fallait pivoter en fait assez fortement. Mais au sein de Accor, on avait, c'était pile au moment où on avait d'autres enjeux et l'arrivée du Covid, et donc on n'a pas pu pivoter. Et donc c'est là où c'est important de se dire, mais si je crée un véhicule, une start-up, qui n'a pas les contraintes en fait, que peuvent avoir l'entreprise ou le grand groupe, la start-up, elle va pivoter. Et moi, je vais la laisser et elle va bosser à 100, 150, 200% pour pouvoir pivoter et faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça, c'est un exemple de projet qui n'a pas réussi, mais où on a beaucoup appris et on s'est dit, oui, ok, c'est toujours de l'hébergement, c'est toujours de l'hôtellerie, mais c'est mobile et c'est donc bien différent. Et donc, c'est un vrai projet d'innovation qu'il faut faire, qu'il faut piloter vraiment différemment. Donc, c'était pour nous un gros learning. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, Jérôme ? On a le temps. Le jury n'a pas encore décidé. Est-ce qu'on peut finir sur une vision un peu prospective, peut-être ? Quelle est votre vision, vous, sur les grands défis ou les grandes opportunités du secteur de l'hospitalité qui vous concernent ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a il faut qu'on soit acteur du futur dans lequel on veut vivre ou que nos enfants veulent vivre demain. Et c'est pas une phrase comme ça lambda. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a énormément en fait de projections qui viennent souvent des États-Unis d'ailleurs, assez négatives sur le futur. Et je pense que ça, c'est de notre responsabilité, à nous tous, et encore plus européens, de travailler sur le futur dans lequel on veut vivre, le futur de l'hospitality, pour qu'on y aille. Si je prends l'exemple de Elon Musk, s'il fabrique des fusées pour aller sur Mars quand la Terre sera morte,
c'est parce que tout ça, il l'a vécu dans les films de science-fiction, dans les BD qu'il a pu lire, enfant, etc. Et je pense que c'est très important pour qu'on travaille sur les imaginaires, pour que ça accompagne le futur. Un autre enjeu qui est un petit peu plus pragmatique, c'est toute la partie développement durable. La décarbonation, c'est un enjeu capital, clé. Et moi, l'innovation, je le vois comme un outil ultra positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour atteindre les enjeux, c'est un petit peu comme si on allait au sommet de l'Himalaya. Mais personne ici, ou peut-être quelques exceptions, sont capables d'aller en haut de l'Himalaya. Mais on est tous capables d'aller à l'aiguille du Midi ou à l'aiguille du Goûter. Et donc, il faut déjà aller là. Et tout ce qu'on est en train de faire en termes d'innovation technique, technologique, va nous permettre petit à petit d'atteindre ce sommet de l'Everest. Et donc moi, je crois énormément et je suis très optimiste sur tous ces enjeux, notamment développement durable, parce que chaque jour, il y a des nouvelles startups, il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouvelles techniques qui vont nous permettre d'atteindre cette ambition. Et je cite juste un exemple, les smart thermostats, ils n'existaient pas il y a encore 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, ils sont accessibles, on peut les mettre en place dans nos hôtels partout. Et vous savez combien d'économies d'énergie 1 degré de température représente? C'est 7%. Donc quand vous allez à Dubaï et qu'on met votre température dans la chambre à 18 degrés, alors que 24 c'est bien suffisant, bah, en fait, on parle de 30 à 40% d'économie d'énergie potentielle. Et donc, c'est énorme ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ces innovations techniques et technologiques. Et donc, imaginez, grâce à tout le travail de ces startups, à la technologie, ce qu'on va être capable de faire dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Donc, il faut qu'on ait un positive mindset, tous ensemble, parce qu'on va y arriver, on va réussir. Il faut avoir confiance dans toute l'innovation et l'évolution qui existera très rapidement. Merci beaucoup pour cet échange. Un grand merci. Merci À Damien et à Julie.